C'était il y a fort longtemps. En ces temps-là, j'étais jeune et stagiaire dans une salle de la capitale. Un soir que c'est moi derrière la console, je vois arriver deux gars, ma foi, fort sympathiques, qui m'expliquent qu'on va faire de l'électro-blues, qu'il n'y a pas de batteur, qu'il va falloir mettre fort comme s'il y avait un batteur. Moi, pas chiant, je fais ce qu'on me dit, j'ai mis fort et visiblement ils étaient contents. Si content qu'on a enchaîné sur 7 ans de tournée, à base de 3 ou 4 personnes plus le matos dans une Clio Campus qui n'avait rien demandé, et tout ça un peu partout en France et en Europe. On a fait un paquet de dates ultra routes, d'autres dans des hôtels 5 étoiles où on se demandait ce qu'on foutait là, merde, ça s'appelle No Money Kids, et toujours un public qui hallucinait de la prestation scénique, envoûté par la déferlante de fuzz et de boîte à rythme. Mais comme je le disais, tout ça c'était il y a fort longtemps. Depuis, il y en a eu des albums, des synchros et des releases parties à guichet fermé. Riche à millions, No Money Kids va jusqu'en Amérique, a intégré un batteur, roule en Cadillac sur la route 66 du swag, et devrait carrément s'appeler d'ici peu Rich Middle Age Guys. JM à la prod et à la basse, Alex à la batterie et Félix à la guitare et au chant nous font l'honneur d'être aujourd'hui dans School of Rock pour nous expliquer comment qu'on fait du rock, mais avant tout, une question qui brûle les lèvres de nos auditeuristes. Si vous étiez un dinosaure, vous seriez lequel? Oula. En fait, je crois que je serais un crocodile. Ok, stylé. Une petite justification sur les crocodiles? Ah, j'adore les crocodiles. En fait, ça me fascine depuis que je suis tout petit. Ok. Et vraiment, dès que j'ai un truc... Alors pourtant, du coup, j'évite d'avoir des choses en croco, etc. Je suis pas du tout là-dedans, mais par contre, je trouve que c'est un animal de ouf. Et je suis attiré par le crocodile. J'en ai jamais vu en vrai. Ok. Et du coup, à chaque fois que je vois quelqu'un qui a potentiellement vu un crocodile, je lui pose 1000 questions et je le fais chier. Ok, très bien. Donc voilà. Et toi, JM? Moi, je n'ai pas de culture sur les dinosaures, alors il faut que j'aille chercher ça dans des trucs plus vieux. Je sais pas, Diplodocus, ça existe? Diplodocus, ça existe. C'est bien, c'est un gentil, c'est un méchant? C'est plutôt un... En tout cas, il est pas carnivore. Gentil, ouais. Il est pas carnivore, très bien. Voilà, bon. Diplodocus. Ok, mortel. Voilà. Écoutez les gars, petite bio très vite fait là, j'ai pas dit de conneries ou quoi. Non, franchement, c'est exactement ça. Vous faites bien de l'électro-blues, je me suis pas On trompé, fait de vous faites pas du black metal. Non, on fait pas du black metal. Ok, très bien. JM aime bien la funk, mais non, on est resté sur l'électro-blues. Non, c'est vachement bien ce que t'as dit, c'est exactement ça. En fait, ça s'est passé un peu comme ça, quoi. Et c'était bien une Clio Campus. Ouais, T'inquiète que je me rappelle. C'était la pub, effectivement, elle a tout d'une grande. Quand on voit ce qu'on a foutu dedans, tu m'étonnes. De nombreuses crampes également, mine de rien. Ouais, quand même. Ce que j'ai préféré, moi, c'est le moment où on a enlevé le siège arrière. Ouais. Et qu'il n'y avait pas de ceinture de sécurité sur Non, bien sûr. Assis directement sur le détecteur de s'il y a quelqu'un ou pas. Bien sûr, au cas où. Donc voilà, ouais, c'est une émission un peu particulière aujourd'hui dans School of Rock pour deux raisons. La première, c'est qu'on rajoute une nouveauté. On a fait un petit live en fait avant de lancer cette émission. Vous aurez des bouts. Il y a 2 morceaux qui ont été faits là. Et quoi de plus naturel de mon côté que de commencer avec No Money Kids, qui sont des potes depuis très longtemps. J'ai commencé les tournées en fait avec eux où j'étais leur ingé son. Il y a de cela un paquet d'années et ça nous rajeunit pas. Et du coup, merci encore une fois les gars d'être avec nous. Du coup, No Money Kids, vous faites un genre d'électro-blues. En tout cas, c'est comme ça que vous me l'avez vendu il y a très longtemps. Et j'ai l'impression que c'est toujours vrai quand même. Les influences, pour donner une idée à nos auditeuristes, c'est entre Black Keys, Beck, des choses comme ça, avec des prods qui à la base étaient lo-fi, et puis finalement, Jean-Marc a pris du galon et maintenant ça sonne juste du feu de Dieu. Et du coup, je voulais un petit peu revenir sur rapidement votre parcours à tous les deux. Qu'est-ce qui vous a mené à être ensemble dans No Money Kids? Ce qui nous a mené, je pense qu'en fait, on a des parcours similaires, mais en fait, je pense que c'est pour ça qu'on a décidé de faire quelque chose ensemble, alors qu'on avait chacun au départ nos projets respectifs. C'est qu'en fait, on a une culture commune avec JM. Du coup, quand on s'est rencontrés, c'est comme quand tu as des atomes crochus avec un partenaire, quel qu'il soit, et que tu te dis, ah ouais, tiens, cette personne-là, c'est un peu mon double, quoi. Et musicalement, il s'est passé un coup de foudre, je pense. Et donc, quand on est rentré en studio, moi, c'était la première fois de ma vie où quelqu'un me comprenait et m'amenait ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Okay. C'est-à-dire qu'avant, j'avais joué avec plein de musiciens très bien, hein, mais c'était pas des rencontres créatives. Okay. C'était des rencontres d'accompagnement, si je peux dire ça comme ça. Okay. Bref, voilà.
Bah là, c'est tellement moi exactement pareil que. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est bien. Non, mais c'est ce qu'il dit, c'est qu'à un moment, tu vois dans l'autre que ça va te. Attention, que ça va te transcender. À un moment, tu bloques, tu vois. Donc, tu sens là le point d'orgue ou pas là. Là, sur la partage, il y a point moi, j'avais un studio, tu vois, et je vois ce mec-là arriver. J'ai déjà ouvert plein de micros. Ça faisait 20 ans que j'ouvrais des micros, quoi. Et là, j'ai ouvert un micro. J'étais dans un 33 tours des années 70. J'ai halluciné, quoi. J'ai dit, c'est pas possible, c'est mon micro qui déconne. Tu vois. Là, je dis, il y avait du souffle. Il y avait du souffle, ouais, c'est ça, tu vois. Ça gueulait de partout. Tout le monde entendait alors que j'avais 3 mètres de mur. Donc, je me suis dit, bon, là, il y a un chanteur. C'est déjà, je n'étais pas habitué. Et puis après, voilà, en studio, tous les deux, c'est devenu complètement dingue. Ça a fait une torche parce que chacun avait une idée rebondie. Quand je dis transcender, je déconne pas en fait, parce que je dis, oh, tiens, là, on devra mettre un clavier. Et lui, elle est arrivée, attends, ouais, on va mettre ce clavier, et puis on va rajouter ça. Et je dis, putain, mais merde, d'abord, pourquoi j'ai pas eu cette idée? Enfin, tu vois, et pareil. Pareil de son côté, quoi. Artistiquement, il y a vraiment eu un truc où, ok, on est là, c'est notre place. En fait, c'est pour ça que je dis transcender. En fait, ça a créé un 3e personnage qui est le groupe, en fait. Ok, ouais. Et qu'on le connaissait pas avant, en fait. Donc moi, il m'a complété, et moi, j'espère l'avoir un peu complété. Et du coup, ça a donné No Money Kids. Ok. Tu vois. Jean-Marc. C'est que ça paraît dingue, mais c'est la vraie. Ouais, c'est bizarre comme phrase. Non, mais c'est classe. Mais en vrai, c'est ça qui s'est passé. En vrai, c'est ça qui s'est passé. J'ai eu la chance de pouvoir le voir. Je me rappelle squatter 1 ou 2 fois dans des séances de rec et ouais, vous arrêtiez pas, quoi. C'est vraiment le ping-pong de ok, vas-y, on part là-dessus. Ça envoie plein de prod, enfin plein d'arrangements cool à chaque fois et c'était kiffant de vous voir bosser justement pour ça, pour le côté en fait. Quand on vous voit bosser ensemble, il y a un truc qui est très chouette. Tu sens que le monde s'arrête autour de vous, quoi. D'un seul coup, il n'y a plus que le morceau et c'est parti, on donne tout dedans et à un moment on mange parce que c'est quand même une des thématiques. C'est genre la 4e personne du groupe, c'est le repas, je pense. C'est le repas. Ouais. Et mais c'est tout, quoi. Enfin, il y avait rien d'autre pour vous arrêter, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé très très beau dans le fait de vous voir bosser. Et bravo. Merci. Oui. Mais tu sais, si je t'inclus dedans, en fait, il y a des frontières qui ont été brisées, parce que tu parlais de la première date que tu as fait avec nous, tout ça, et nous, quand on est arrivé, moi je me souviens bien de toi. Hein. C'était la première fois que je bossais avec on a fait 7 ans de Non, mais tu sais, souvent entre le son et les mecs sur scène, il y a une énorme barrière, et puis c'est pas du tout les mêmes places, tu vois. Et donc la communication, c'est rude, et en général, les techniciens sont pas forcément musiciens, tu vois. Et toi, t'es arrivé, je m'en souviens très très bien. Nous, on était 2, donc c'était ultra technique. Fallait des putains de wedge. On n'était pas au ear. C'était compliqué à faire, quoi, tu vois. Et donc, on se gaufrait en concert parce qu'on trouvait que des sondiers qui faisaient la face pendant des heures, tu vois. Et nous, on était perdus sur scène. On n'avait rien, on n'entendait rien. C'est une catastrophe. Alors que toi, il faut expliquer. Juste le sous-titre, c'est qu'en fait, nous, donc quand tu nous as rencontrés, on n'avait pas d'ampli. Il n'y a pas de son qui sortait. On n'avait pas de, tout était en simulation. Tout passait par l'ordinateur, donc du coup c'est juste pour compléter ce que tu dis, c'est-à-dire que si l'ingénieur du son ne nous renvoyait pas le son, on n'avait pas de son. Donc on pouvait pas faire de balance. Et toi, t'as pigé au bout de rien du tout, puisqu'on a dit tu peux nous mettre les wedges et t'as compris comment ça marchait. Et mine de rien, on avait des concerts dans les pattes. Moi, c'était la première fois que je me souviens très bien t'avoir dit je veux bosser avec ce mec. C'est la première fois qu'on n'a pas demandé. Ah oui, moi, je m'en souviens très bien. C'est vrai. C'est ça. Je veux pas citer la salle, tout ça, machin, mais je me souviens très bien, même de comment t'es habillé. Ah ouais, ça, c'est mais du coup, mais je me souviens que t'avais fait les wages sans qu'on te demande. Exactement. Ouais, et là, avec JM, on s'est regardé. Bah oui, c'était logique. Mais du coup, tu vois, t'avais eu la réflexion. Bref, mais c'est encore une fois des rencontres. Enfin, je pense que... T'avais pigé comment ça marche, mais tu vois, ça brise un peu les frontières. Je trouve que c'est ça qu'on fait pas mal dans ce groupe quand même, c'est qu'on... Je te disais tout à l'heure, un chanteur qui vient dans mon studio, moi qui a un studio, tout ça, quand on s'est rencontrés, tout a été brisé pareil, et chacun a pris les qualités de l'autre, mais chacun participait à l'autre. C'est en ce sens que je dis que ça fait transcender tout le monde, ce groupe. Et toi, c'est un peu pareil. Tu vois, t'es arrivé, t'étais plus sondier, quoi. T'es mis à la place des icônes, t'as été là, t'as fait le son, t'as fait un bon son en plus sur scène, on était bien, c'était la première fois. Putain, il a pigé, c'est incroyable. Et donc voilà, je pense que c'est ça ce que ça fait No Money Kids. Là, c'est pas de ma faute, parce que moi normalement je suis violent et pas du tout gentil. Mais c'est No Money Kids, je te dis, ça te fait transcender un peu les personnages et ça crée un truc marrant avec les gens avec qui on bosse. Ça se passe toujours assez bien en fait. C'est vrai. Faut que tu sois bon par contre, sinon tu dégages. Tu vois, quand il disait tout à l'heure que c'était pas rigolo et qu'il était méchant, ça chie. Et c'est beau, c'est marrant, ça fait quelque chose quand même de vous retrouver longtemps après, c'est cool. Et du coup,
pour les auditeuristes, parce que bon, enfin, nous, on se connaît bien, mais avant de lancer No Money Kids, là, on voit bien que ça vous a fait quelque chose qui a changé votre parcours musical. Mais pour qu'on capte un peu qui vous êtes comme musicien avant de lancer ce projet Electro Blues, par quoi vous avez commencé en fait vraiment en tant que musicien, je sais pas, les premiers groupes, tu vois, ce délire-là, quoi. Bah moi, pour ma part, moi je suis né dans une famille de musiciens. Ok. Et donc du coup, depuis que je suis tout petit, mon père et mon oncle étaient musiciens et c'était vraiment, alors ça, c'était pas leur métier. Mon père était prof d'éco, mais il faisait plus de musique que moi maintenant. Ouais. Enfin, vraiment, c'était sa passion. Et donc du coup, quand j'étais petit, bah, je partais toujours en tournée avec eux. Et très tôt, en fait, ils m'ont mis sur scène. Ok. Et c'est vraiment mis sur scène. Dans le sens où, en fait, c'est l'école. Enfin, je pense que si on pourrait parler des heures de style, des premiers groupes, etc. Mais moi, je pense que ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce truc de bon, bah, t'as envie de faire de la guitare. Ok, tiens, voilà une guitare. Je te montre 2 secondes comment ça marche. Ok, vas-y, monte sur scène. Et tu fais tes armes sur scène. Ouais. Donc, du coup, en gros, c'est pour ça que c'est pour moi plus marquant. C'est qu'en fait, moi, très tôt, en fait, on m'a mis sur scène. Et que je connaisse la partoche ou pas, il fallait jouer. Ouais. Et donc du coup, c'est la formation, elle était vraiment là, quoi. Et après, j'ai touché un peu tous les styles, puis j'ai monté des groupes un peu à droite à gauche, etc. Mais ma vraie formation, elle s'est faite sur scène dans des bars où ça fumait à l'époque. Enfin, vraiment là que ça s'est fait pour moi. Ok. En famille. Jeté dans la piscine dès le début, quoi. C'est ça, jeté dans ouais. Et ben d'ailleurs, c'est un lien avec New York, parce que du coup, moi, j'ai fait mon premier concert à l'âge de 8 ans. Ouais. Avec la guitare que j'avais ramenée de New York avec mon père à l'occasion d'un voyage, quoi. Ouais. Et du coup, quand on est retourné à New York là cet été là, je revoyais les endroits où j'avais été avec mon père. Enfin, mon père est décédé depuis, donc du coup c'est pour ça que ça résonne un peu particulier. Enfin, c'est une résonance un peu particulière, mais du coup, enfin voilà, c'est. Vraiment, moi je pense que la musique elle est faite pour jouer en live et c'est vraiment mon école, quoi. C'est le Trop live. bien. Vraiment du tout début, ouais, pardon. Parce qu'en fait, j'écoute l'histoire, moi, elle est bien. je suis beaucoup plus vieux, donc la question elle est plus compliquée. Quand Ouais, je mais veux, quand je justement, veux c'est au marrant début, aussi c'est d'avoir plus loin, tu le vois. parcours, quoi. Non, bah alors regarde, le parcours, je te le résume. J'avais un papa musicien, Ok. mais je me foutais complètement de la musique. Mais quand t'es jeune, tu sais, à un moment, faut faire une activité. Donc moi, il y avait foot, KT, musique. Bon, Ouais. alors j'ai essayé le KT parce que c'est là qu'il y avait les filles, en fait. Parce que sinon, au foot, il y avait avec des mecs, ça me faisait chier, tu vois. Donc je suis allé au KT, puis les mains froides du curé m'ont fait bref, j'ai arrêté le KT. Hein, et puis j'avais un père musicien, donc je me suis dit, bon, bah, je vais faire de la musique. Mais mon père, il était guitariste classique, tu vois. Ok. Donc j'ai commencé avec une guitare classique, avec la posture, tiens-toi droit, tout ça. Ouais. Et puis je jouais Jeux interdits, toi, le morceau complètement con, super Ouais. facile à mal faire, que tout le monde sait bien jouer. Et mon père, il me regardait, alors il m'avait appris un peu les trucs, il m'avait dit, alors ça c'est bien, tu fais de la guitare là, mais tu fais pas de la musique. Moi j'ai pas compris, parce que j'avais une guitare, je faisais de la musique, tu vois. Ouais. Et en fait tout a commencé là. Et il m'a dit, non, Jeux interdits, regarde, viens, ressens le truc, tu dis un truc là, c'est pas du tout, arrête, t'as été non, c'est pas ça, c'est tu vois, tu vis un peu tes notes et tout. Et là je me suis dit, putain, mais donc la musique c'est la vie, je veux faire ça. Tu vois, j'avais compris que c'était pas forcément. Alors, évidemment qu'il faut faire tes 30 heures de gamme tous les jours et tout ça, tu vois, évidemment. Mais il faut pas oublier à l'origine, tu parles avec une autre langue, tu vois, tu dis une émotion et tout, assez pratique quand t'es comme moi, quand j'étais, je dois l'être encore vachement d'ailleurs, ultra introverti. Ouais. Bon, parler, dire des trucs un peu intimes, je le faisais pas et tout. Et putain, la musique, c'est un vecteur. Je dis, waouh, mais pour tout. Tu gueules, tu dis un truc, tu veux une preuve d'amour, hop, la musique, nickel, pas peur. Ouais. Tu vois. Et voilà. Après, par contre, moi, j'ai fait, bah, toi aussi, hein. Après, je suis allé vraiment dans les études musicales et tout ça. Et puis, le premier groupe, bien sûr, c'était moi le chanteur. Bien sûr. Voilà, chanteur-guitariste. Je me suis retrouvé. D'ailleurs, on a des images. Oui, c'est vrai. Ouais, caché-les. Non, ça a été Et même retiré. cher. Ça a été- ouais. Et voilà. Et puis après, moi, j'étais en chanson, en fait, quand j'ai commencé. Ok. Et très, très vite, en fait, je bossais à Radio France. Et on avait le problème de faire un disque. On pouvait, pour faire un concert, il fallait faire des disques. Ouais. Alors, je me suis dit, bah, je vais les faire. Et en fait, j'ai commencé comme ça. J'enregistrais des mecs, et puis quand ça me plaisait, je faisais la route avec. En gros, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je fais ça depuis longtemps. Bah, ça n'a pas changé. Sauf que là, j'ai toujours le même depuis. Ouais. C'est-à-dire que non, Ce qui a mais c'est ce que changé, disait c'est que Félix. maintenant, c'est longue durée. J'accompagnais des projets. Ouais. Et en fait, No Money Kids, c'est mon premier projet. Enfin, Ok. un vrai. Bon, c'est ultra collectif, mais c'est le premier truc où je me suis dit, ah bah, ouais, c'est ça. Je Ouais, veux c'est ça, le premier que tu considères comme Ouais. ton bébé aussi, où tu Absolument. grandis avec. Et... Absolument, voilà.
tout le reste. Mais j'ai fait mon école sur tous les autres groupes. Il n'y en a pas eu des masses. Moi, je suis assez fidèle. Hein. Tu sais, j'ai eu 3-4 projets dans ma vie. Ok. Je les ai tous amenés le plus loin possible. Enfin, non, je les ai tous accompagnés, pardon, le plus loin possible. Et puis voilà. Eh ben, c'est magnifique. Quel beau témoignage. Et là, du coup, il y a quand même un gros changement pas très longtemps après que je sois parti. Vous avez intégré une batterie sur scène. C'est quelque chose où on vous a fait chier pendant des années avec David, le manager, pour avoir ça sur scène. Et puis à ce moment-là, pas envie, pas forcément pertinent. Mine de rien, il y a aussi le fait que quand t'es un jeune groupe, tourner, ça coûte des thunes. On n'est pas forcément payé très cher. Et du coup, quand t'es moins nombreux, c'est plus facile de tourner. Et là, du coup, maintenant, il y a une drum sur scène. Ça fait quelques années maintenant, mine de rien. Enfin, ça fait un paquet de concerts en tout cas. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous sur scène d'avoir la drum? Plein de trucs. Après, je pense que c'est une question d'échelle. Ouais. C'est juste que nous, dès le départ, en fait, on a une vision de la musique qui est empirique. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on se pense pas dès le départ. On s'est pas dit on va devenir des stars. Enfin, c'est pas ça qui nous intéresse dans la musique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de vivre de notre musique déjà. Ouais. Et déjà à partir du moment où on en vit, de garder ce truc incroyable de pouvoir vivre de sa passion. Et donc du coup, le duo était nécessaire. C'était une volonté artistique parce qu'on trouvait que ça nous poussait à aller encore plus loin et ça laissait place à chacun. Et en fait, à un moment, on s'est rendu compte que il fallait, les scènes étaient de plus en plus grosses, que nous, nos volontés sur scène étaient un peu différentes. On avait besoin de ressentir d'autres émotions qu'on avait un peu mis de côté au début du projet, parce qu'on jouait avec des boîtes à rythme, des boucles qui nous permettaient de jammer tous les deux, mais qui étaient finalement assez figées. Ouais. Et du coup, au moment où on a pu, en fait, l'échelle des scènes sur lesquelles on était ont changé. Là, on s'est posé la question en se disant, ok, est-ce que là, on peut intégrer quelqu'un, sachant que, encore une fois, nous, quand on intègre quelqu'un dans l'équipe, on se dit pas que, on a envie qu'il soit déjà bien payé, qu'on puisse avoir les moyens de l'accueillir convenablement, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que ça a mis du temps. À la fois artistiquement, parce qu'il nous fallait qu'on mûrisse, et puis il a fallu qu'on aille au bout de ce qu'on voulait faire. Ouais. Et ensuite, parce que je pense qu'il y a des moments pour tout, quoi. Et du coup, c'est des volontés. Tu vois, là, on a le luxe. En tout cas, on avait le luxe de se dire, est-ce que artistiquement, vous voulez rajouter quelqu'un? Et du coup, on a rajouté au départ Greg à la batterie et ensuite Alex. Trop bien. Et du coup, on va s'écouter ça dans pas longtemps. Et pour arriver jusqu'au premier morceau, je vous demanderais bien de faire une petite rétrospective vite fait. En gros, là c'est le 5e album, si je dis pas de bêtises. Ouais. Fireworks, qui est sorti là en début d'année. Et un peu comme si vous me présentiez vos gamins, je veux bien en quelques mots que vous fassiez les 5 albums. Et après, on va s'écouter un titre de Fireworks en live session ici à School of Rock. Vas-y, moi j'ai pas de gamin, je peux même pas faire justement, t'as des gamins, t'en as 5. T'en as 5. Oh la merde, ouais, mais j'avais dit que j'en voulais pas, moi. Tu fais Johnny, tu fais Brian. Ouais. Non, le premier, vraiment, je pense que c'est attends, tu veux leur donner un nom? C'est-à-dire qu'il faut. Non, on les présente. Ok, ouais. Alors lui, c'est Brian. Non, le premier, c'est vraiment celui qui a très longtemps été celui que j'ai préféré, moi. Ok. Parce que c'est celui qui marquait le début et vraiment là, cette volonté de pas coller à ce qui se faisait, ouais, et coller vraiment à nos envies. Donc il a plein de défauts, notre premier album, mais il a énormément de qualité. Ouais. Et qui finalement, en fait, on s'en rendait pas compte, mais c'est devenu un espèce de repère, tu vois, temporel, et dans le son, dans le traitement, etc. Et bien souvent, donc après le deuxième, là, on s'est laissé un peu plus, on s'est laissé moins de temps, et on était plus dans l'urgence, et on était déjà dans les concerts, dans les tournées, etc. Tu peux rappeler les noms au fur et à mesure. Ah pardon, ouais. Donc le premier, c'est I Don't Trust You. Ouais. Ensuite, il y a Hear the Silence.
Et celui-ci a été fait. Bah déjà, en fait, le premier, on n'avait pas de partenaire. Donc, on a signé avec Roy Music, Alterca, qui était qui sont toujours notre label, et nos éditeurs. Alterca n'est plus notre éditeur, mais bref, il a été pendant longtemps jusqu'au dernier album là. Mais donc du coup, le premier I Don't Trust You, après il y a eu Hear the Silence. Celui-ci, il a été fait sur la route, à moitié sur la route et en studio, ce qui fait que du coup, il a été, en fait, ça a été comme un côté un peu plus rock classique, un pendant rock classique du premier. Après, il y a eu Trouble, où là vraiment, je pense il y a eu un point de révolution dans la production. D'ailleurs, c'est plus JM qui pourra en parler, mais toi, t'as changé à la base, on bossait chez JM, donc à Chilly-Mazarin. Ensuite, JM a changé d'endroit, donc ça a changé notre manière de faire de la musique aussi. Moi aussi, j'ai changé d'endroit. Et mine de rien, on est, je pense, attaché au lieu dans lequel on est. Enfin, moi, je sais que je compose pas pareil quand je suis dans une pièce ou dans une autre. Et du coup, là, il y a eu un moment où... Puis moi, j'ai eu mon premier enfant à ce moment-là. Et ça a vraiment révolutionné. Ça change pas mal la vie en général. Ça change un truc. Donc du coup, je crois qu'on était un peu en recherche. Et donc, dans la production, par exemple, Trouble, s'il fallait revenir dessus, on peut entendre plein d'influences. Et ça va de... Franchement, moi, je me souviens d'avoir passé quand même pas mal de temps à écouter Ed Sheeran, tu vois, sur cet album-là. Parce que j'étais... et puis, on écoutait déjà Cafley. Enfin, on était déjà sur des trucs beaucoup plus produits. Et finalement, un peu moins dans l'électro-blues comme on voulait au départ, quoi. Et puis ensuite, après, on a fait quoi? On a fait Factory. Je crois que c'est Factory, ouais. Et là, vraiment, la Factory, je pense que c'est le moment où on a trouvé un équilibre. Ok. Où là, vraiment, on a fait... donc, on est allé enregistrer des sons d'usine. Et là, on a commencé à penser l'album comme entité, comme une réelle entité. Ok. Et depuis, on fonctionne comme ça. Et Fireworks, c'est encore plus abouti, à mon sens, que Factory. Mais tu vois, c'est-à-dire qu'il y a eu un point de bascule à Trouble où là, on a repensé la manière de produire. Donc, produire, c'est l'agencement, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est-à-dire que quand on amène une chanson en guitare-voix, avec juste ça, après, quand on rajoute les instruments l'un à un et qu'on les mixe, etc., et qu'on choisit la couleur, entre guillemets, donc la sensation que ça fait quand tu l'écoutes, c'est la production. Et donc, à Trouble, il y a eu un vrai point de bascule. Et ensuite, on a pensé les albums comme entièreté, comme concept. Ok. Donc un peu plus conceptuel. On fait toujours du rock et on n'est pas là pour se prendre la tête, mais quand même. Ok, et ben du coup on va pouvoir découvrir ça avec Big, qu'on a enregistré ce matin ici au studio Sextant. À toutes. What you need is true. Comes to real kind, got a well-found view. Don't mess with me. I got a devil in me.
Donc c'était Big que vous avez enregistré ce matin, encore bravo pour ça, et on en profite pour faire un petit coucou qui est à Alex, qui malheureusement ne pouvait pas rester après pour l'interview, qui est du coup votre nouveau batteur. Donc voilà, ça c'est un des singles de Fireworks, votre dernier album, et le riff il est extrêmement blues, et d'aucuns diraient, pas nous bien sûr, mais d'aucuns diraient, mais le blues enfin c'est ringard, le blues c'était il y a bien longtemps. Pourquoi, pour vous, ça reste actuel de faire du blues? Pourquoi parce que j'ai pas l'impression que vous soyez particulièrement ringard. Et du coup, voilà, pourquoi continuer à faire du blues même en 2025? C'est marrant que tu poses cette question. Après, c'est une musique figée, le blues. Donc, du coup, ce sera toujours un peu d'actualité, finalement. Mais sans parler de musicologie, en fait, moi, la dernière fois, je me suis posé la question parce que je suis épileptique. Ouais. Et j'ai eu... je me suis approché un peu de gens d'associations, voilà, qui mettent un peu en avant ça et pour dire aux gens malades, en tout cas, que c'est pas une fatalité, qu'on peut s'en sortir et puis avoir une vie normale. Donc, j'étais là pour témoigner un peu. Et on parlait de musique et en fait, je me suis rendu compte que moi, le blues qui me parle, c'est du blues modal, un peu à la John Lee Hooker. Alors le modal, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est-à-dire que c'est comme si vous mettiez une seule note et que pendant toute la chanson, on tourne autour de cette note, on sort pas trop de cette note. On a toujours ce qu'on appelle un bourdon, c'est-à-dire cette note un peu en figée comme ça. Et donc, écoutez John Lee Hooker, vous allez comprendre. Et en fait, en gros, moi, j'ai des absences. Ma maladie, c'est des petites absences. Et du coup, en fait, ça fait que je suis obligé d'avoir des moments, quand j'écris de la musique, des moments très courts. Il faut que ce soit très clair. L'émotion, il faut qu'elle soit cash. Et je peux pas passer par 46 000 artifices parce qu'en fait, si j'ai une crise, après, ça m'enlève toute envie. Et du coup, je peux pas retrouver le fil de ma pensée. Ouais. Et donc, le blues, je pense qu'en fait, chez moi, ça a une résonance particulière, encore une fois, désolé pour la redondance, mais parce que du coup, c'est en fait quelque chose qui, je pense, va avec l'épilepsie. Okay. C'est-à-dire que ma maladie, elle est faite pour jouer du blues. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand je fais du blues, si je kiffe un riff, je le fais tourner pendant des heures et des heures et des heures, j'ai une crise, je peux reprendre le riff. Ouais. Parce que j'ai compris, tu vois, l'émotion, elle est tellement clash, elle est tellement précise que du coup, c'est pas compliqué pour moi pour repartir. Ouais. Si je suis dans une autre, dans des musiques avec beaucoup d'ornements, avec des artifices de partout, c'est plus compliqué. Et même moi, mon métier principal, c'est quand même d'écrire des chansons. C'est comme ça que je me vois. Et c'est ce que je fais tous les jours. Et du coup, en fait, ça me va pas trop, moi. Parce que du coup, je perds le fil. Parce que ma maladie fait que, y a un moment, j'ai une crise, voilà. Et du coup, je perds. Donc moi, le blues, pour moi, c'est, je pense, déjà, premièrement, ultra actuel, parce que, en fait, des gens qui galèrent, il y en a tout le temps. Parce qu'il faut déconstruire aussi plein de choses, et puis c'est important de rendre hommage. Et en plus, parce que elle est fitée sur ma maladie. Ouais. Transition nickel, je voulais te poser des questions justement sur l'épilepsie aussi, parce que je me rappelle au début, quand on a commencé à tourner ensemble, voir que des fois tu buguais complet et que je voyais bien que Félix il était là, il jouait un solo et que t'es ouf, mais que d'un seul coup, hop, j'avais l'association que tu revenais quoi, ça repart. Et j'étais comme, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Et au début, t'en parlais assez peu au final. Je sais que, je sais plus si c'était David ou si c'était toi, mais qui m'avait demandé de transmettre au lighteux justement il y a les molos sur les strobes, tout ça. Et j'imagine que ça a dû être un début de carrière, c'est toujours pas évident parce que c'est là où tu t'apprends à jauger tes limites de fatigue, de qu'est-ce que je peux donner à chaque performance pour pouvoir assurer le lendemain, tout ça. Et je voyais bien qu'il y avait un enjeu supplémentaire de ton côté, mais au début, c'est pas un truc dont on a beaucoup parlé. Et du coup, je trouvais ça intéressant justement que tu puisses en causer un peu plus. Oui, c'est vrai qu'au début, j'en parlais pas trop parce que je voulais pas lui donner une trop grande place, parce qu'il fallait que je la gère. Parce que du coup, au début, c'était assez stressant.
Et c'était mon plus grand stress, en fait, c'était de faire des crises sur scène, Ouais. ce qui m'est arrivé. Hein. Mais comme tu l'évoquais, en fait, moi, je peux jouer de la guitare, Ouais. mais je peux pas parler. Donc, je peux continuer à jouer. Et ça, JM maintenant le sait. Enfin, et d'ailleurs, il a appris à me seconder quand Ouais, j'ai des crises. Ouais, il savait exactement quand est-ce que j'en avais. Et ça nous permettait de repartir, quoi. Et au début, ouais, je la mettais un peu sous silence parce que, déjà, premièrement, on m'avait dit qu'il fallait pas le dire. Ouais. Parce que du coup, ça pouvait faire peur. Ça, c'est ouf. Et du coup, bah, je m'étais dit, bon, bah, il faut pas que je le dise. Ouais. Et puis ensuite, j'en ai eu plus rien à foutre. Ouais. J'avais bien, envie ça. de te dire, bah non, mais en vrai, comme je la gérais, Ouais. j'ai pu, et que je me suis, en fait, j'ai vu que je pouvais le gérer. Bah, du coup, j'ai commencé à l'assumer plus et à en parler. Et puis en plus, j'ai eu un besoin d'en parler parce qu'en fait, en vrai, ça dicte tellement de choses dans ma vie Ouais. que, en fait, artistiquement, j'en parle tout le temps. Mais comme les gens, enfin, comme voilà, on écrit, c'est un peu le sacerdoce d'écrire en anglais, c'est que du coup, la plupart du temps, on te parle pas forcément des textes, on va te parler, enfin, en tout cas en France, on va te parler de la mélodie, etc., mais pas souvent des textes. Et c'est vrai que dans beaucoup de textes, je parle d'épilepsie de manière un peu cachée, mais j'en parle, quoi. Ouais. Et du coup, il y avait un truc un peu frustrant de l'évoquer sur scène, de la faire exister, mais de jamais en parler de manière franche et brutale, comme ça, en disant voilà, je suis épileptique et puis c'est comme ça et pas autrement, quoi. Mais du coup, ouais, non, mais j'en ai, en fait, en gros, c'était tellement en rapport au stress que du coup, maintenant, j'en ai quasiment plus. Ouais. Et puis, je prends mes médicaments bien, etc. Bref, ça aide. J'ai cru comprendre que cet été, vous êtes allé dans une très très grande ville. Et que ça répondait un peu à un rêve de gosse, dont tu parlais d'avant, mais aussi un rêve de projet. Puisque vous êtes allé jusqu'à New York pour enregistrer une de les sessions, faire un petit concert et aussi un peu de vacances. Bien sûr. D'ailleurs, pas trop de vacances, Pas si j'ai bien vacances su. du Ouais, tout, 0%, ouais. non, pas vacances. Hein. Et bah, du coup, voilà, faites-nous une petite carte postale, quoi. Racontez-nous l'absence de vacances à New York. Bah, c'était complètement ouf, hein. En fait, en gros, pour la faire courte et pour planter le décor, on a eu une proposition d'un tourneur de signer avec un tourneur aux États-Unis. Ok. Un tourneur qui s'est rapproché de nous. Donc déjà, c'était Ouais, la première. Tu reçois le mec, t'es déjà bien content, C'était quoi. déjà la première claque. Ensuite, il y a eu le deuxième effet qui se coule où quand on a dit on aimerait bien peut-être aller aux États-Unis cet été, le mec nous envoie une date directe sans broncher, une super date en plus. Et puis ensuite, la proposition d'un studio label là-bas qui nous a proposé d'abord, dans un premier temps, d'enregistrer des 45 tours. Ouais. De faire des tests, de jouer ta chanson et de le presser directement sur des 45 tours. Ok. Donc il va y avoir des 45 tours qui vont sortir. Là, il y a une vingtaine de 45 tours qui devraient arriver de New York, là. Ok, trop bien. Et donc qu'on va vendre là bientôt. Enfin, qu'on va proposer. Et ensuite, nous, on a enregistré donc les prises d'un des titres, du dernier titre de l'album. Ok. Là-bas. Et donc, du coup, ça nous a permis d'expérimenter la vie new-yorkaise en 4 jours. Voilà, vache, c'est vraiment Mais short. c'était très short, parce qu'il y a le concert dedans. Ouais. Mais en fait, en gros, ça a été tellement... déjà, avec le décalage horaire, je pense qu'on était vraiment debout quasiment tout le temps. Ouais. Et moi, je l'ai vécu plus comme 2 semaines bien remplies, tu vois, si on devait... C'est-à-dire que moi, ça m'a marqué comme un grand voyage de 2 semaines où tu as le temps de te figurer où t'es, etc. Là, vraiment, je pense que ça a fait un avant, un après, New York. Parce que le concert s'est tellement bien passé et en fait, il y a eu c'était tellement fluide parce que nous, nos références, elles sont quand même anglo-saxonnes, américaines. Ouais. Et du coup, là-bas, c'était clairement leur référence à eux. Tu vois, et du coup, t'as pas la barrière de la langue. Pas la barrière de la langue. Ouais. Il y a des New-Yorkais qui chantaient nos paroles. Donc déjà, je pense qu'après ça, tu peux mourir. Même si c'est pas non plus des dieux, mais ce que je veux dire, c'est que
ça a fait toujours quelque chose. Ouais. Mais donc ça, et puis en plus, de voir que ce que tu fais, en fait, c'est pas un leurre. Parce que, mine de rien, on emprunte des choses, mais tant qu'on se confronte pas à quelque chose de palpable, quoi, à un public, on sait pas, quoi. Et là, on a su qu'en fait, à New York, on n'était pas des petits Frenchies, quoi. Ok, ouais. Enfin, c'était cool. Ça, c'est plutôt classe comme épreuve du feu, ouais. M'étonne. Et toi, pour toi, Jean-Marc, c'était comment, du coup, New York? Bah, pas l'aboutissement d'un rêve, parce que là, moi, c'est au-delà du rêve. Ce truc-là, j'y avais même pas pensé, quoi. Tu vois, à New York, et puis là, t'es à la Mecque, quoi. Ça veut dire, toutes les influences qu'on a, elles viennent de là. Pas de New York même, mais de ce pays-là, quoi. Donc, nous, on a pris la seule culture de ce pays qui nous plaît, c'est-à-dire la musique. Parce que le reste, c'était à discuter. Et puis c'était complètement fou. Et surtout, tu gagnes en crédibilité, c'est pas le bon mot. C'est ce que tu as dit. C'est-à-dire tu te rends compte que ce que tu fais, c'est ultra crédible. Donc si, c'est bien crédibilité. Ouais. Parce que là, tu as quand même des gars, c'est leur langue natale, ils ont peigné là-dedans de ouf, tu vois. Ouais, nous, pour on eux, était c'est plus pas dans les un jeu, quoi. Non, pour eux, c'est pas un jeu, ouais. Mais ils savaient même pas qu'on était français, d'ailleurs. Pour ceux qui connaissaient pas le groupe, ils ont halluciné. Vous êtes français, en fait. Enfin, ils ont dit ça en américain, donc on n'a rien compris. Donc David, qu'est-ce qu'il a dit, le type, là? Voilà, enfin, c'est impressionnant, tu vois. Et puis... tu vois, on est même en se baladant dans New York, petite anecdote, il y avait des magasins de zik et tout, et là-bas c'est violent, hein, ça veut dire ils ont vu Félix, on a un groupe, on va jouer, le mec il a dit ok, prends la guitare, joue. Et là je vois Félix sur un trottoir avec plein d'Américains dans les magasins de musique, donc quand même les gars, la musique ça fait, puis genre les vieux, tu vois, les mecs ça fait 30 ans qu'ils sont dans la musique américaine, et Félix par terre qui leur tapait la chanson, toi, et les mecs ils regardaient quoi. Je dis bon, là il s'est déjà pas fait casser la gueule, parce que les Américains quand ils aiment pas ils te le disent, hein. Voire ils te le font sentir physiquement, tu vois, tu te reçois un truc dans la gueule en fait. c'est à l'américaine quoi. Et là, il s'est rien reçu dans la gueule et il regardait avec passion le truc quoi, comme s'il regardait. Et moi, je jouais pas parce que sans mes synthés et ma basse, je sais rien faire, tu vois. Et là, je me suis dit putain, on s'est pas gouré quoi, parce que là quand même. J'ai misé sur le bon cheval. Là, ouais, j'osais pas le dire. Voilà, je sais pas me tromper là, parce que lui quand même, tu vois. Donc ça, en fait, voilà, ça te met en confiance. Tu te dis putain. Si là ça passe, ça va passer partout quoi. Trop bien. Voilà. Et vous parliez tout à l'heure d'une live session que vous avez fait là-bas. C'était le titre Get Free. Et comme vous êtes ben sympa, vous nous l'avez fait aussi ce matin. Et du coup, je vous propose de découvrir Get Free. À tout à l'heure. Psycho
bah mortel les gars, c'est vraiment très très cool ce Get Free. Là, c'est une live session, tout est maîtrisé dans un environnement studio, c'est très agréable bien sûr. Mais je peux en témoigner, je l'ai vu pendant cette année et puis tout un tas de fois après pour mon plaisir personnel. No Money Kids, c'est en live qu'il faut les découvrir. Parce que les albums sont particulièrement léchés, les compos sont mortels, mais ça vous le savez déjà. Jean-Marc fait une prod de dingo et la magie de tout ça, c'est que en live aussi, ça défonce. Et en live, ils changent les morceaux et ils n'ont pas peur de les éclater dans tous les sens, de les faire durer beaucoup plus longtemps pour certains, et puis d'autres d'en faire des versions encore plus courtes, encore plus frénétiques. Et par exemple en live, là il y a une Maro qui arrive au moment où on tourne cette émission, mais j'imagine que quand ça sortira, elle sera passée. Fort heureusement, comme vous êtes de type prévoyant, et donc la Maro c'est le 13 mars 2025. Mais fort d'une billetterie à nouveau sold out, vous avez booké directement un Trabendo pour le 13 mars 2026. Et ça, du coup, pas d'excuses, vous pourrez y aller. Et on vous recommande très très chaudement d'aller voir No Money Kids en live. C'est une formule qui a fait ses preuves. Et parlons live, justement. Là, vous sortez un album. Qui dit sortie d'album dit tournée après. Et pour vous, c'est quoi les dingueries de tournée que vous avez vécues qui seraient à battre sur cette tournée qui arrive là pour aller encore plus loin? En gros, des souvenirs de trucs, n'importe quoi qui vous revient, des beaux moments quoi. Tu parles sur scène, après ou avant? Parce que tout se confond dans la tournée. tout se confond. Non, parce qu'en fait, en vrai, j'aimerais battre un jour, Ouais. quand même, cette date qu'on a fait ensemble à Bordeaux. Ouais. Pour aller les filles. La date Où du juste, film d'or. franchement, ouais, voilà. Ouais. Où on avait fait la première partie de Dr. Feelgood, C'était je crois. Dr. Feelgood, ouais. Et on était rentré à l'hôtel, complètement bourré, Oui. c'est vrai. À l'époque, on mettait une couverture sur notre matos dans la Clio, là, dans cette Ouais, fameuse Clio, qu'on avait bien mis. Les souvenirs qui reviennent. Ah oui. Et là, Le serment du jus de pomme. et quand je me souviens encore, quand on a ouvert les portes, qu'on est sorti, qu'on a vu, il y avait un autre groupe qui jouait avec nous et qui n'avait pas cette couverture. C'était qui? Et on avait dit, regarde, ils mettent même pas de Les couverture. tocards, ils mettent pas de couverture pour Sauf cacher que- leur matos. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est rentré à l'hôtel et le matin, en redescendant, on avait laissé les portes ouvertes Ouais. de la bagnole. Donc du coup, il y avait bien la couverture sur le matos, Ouais. mais les portes de la Clio étaient ouvertes. Ça, c'est des petits champions. Ça, c'était beau. Avec mon Et- larfeuille posé sur le tableau de bord. Exactement. Nickel, ouais. Et après, ensuite, on s'est fait une session de surf indoor, Ouais, c'est vrai. juste après, en commandant une bière à 9h du mat, où on s'est mangé des... Ouais, bah, ça réveille après. Ouais, C'est ouais, des grosses des- claques des d'eau. allers-retours sur les ça réveille murs. bien, ouais. Donc, c'est pour ça que ça, j'aimerais bien le battre un jour. Ouais, ouais. Après, franchement, il y a plein d'émotions. Il y a une émotion que j'aimerais bien battre, c'est celle que c'est une date en Suisse, pareil, où on a fait la clôture du Blue Balls Festival. Ah oui, c'était énorme ça. Où du coup, là, on a fait vraiment toute la nuit 3 sets. Et là, Ouais. c'était vraiment match de boxe. Ça, j'aimerais bien le battre un Avec jour. il y avait la MC qui arrivait et qui était là. Carrément. No Money C'est ça. Kids. Et les gens qui devenaient Match de dingues. boxe. C'était c'est trop match bien. de Match de boxe. Et Ouais. on était dans des suites en plus de ouf où tu ouvrais la porte, ça disait ton nom, tout ça, machin, C'est avec vrai. les petites, bref, devant le lac Léman et tout. Bref. Ça, j'aimerais bien le battre. J'aimerais bien quand même, franchement, j'avoue, j'ai kiffé les 24 heures du Mans. Ouais, ah oui, ça c'était l'année dernière, c'est ça? c'était C'était en l'année dernière. 2024? Ça, c'était très fat et franchement, j'avoue que là, j'aimerais bien battre ça. Ouais. Mais en même temps, c'est en concurrence avec le festival qu'on avait fait sur l'île en Bretagne. Là. C'était quoi? Attends, faut que tu. L'île Attends. du mec qui fait les musiques de film, là. Comment il Yann s'appelle? Yann Tiersen, Yann ouais. Tiersen, il a une île, c'est il Il y fait a- des c'est concerts. Oh, c'est pas lui, il est un des derniers festivals de la saison en Bretagne sur Ok. une île qui est vachement bien. Et en fait, à ce concert-là, ils ont fait péter des feux d'artifice pendant qu'on jouait. Oh là là, le délire. Non, mais un truc de fou. Mais c'était un truc de ouf. Un truc de- Ouais. Et ça, j'aimerais bien le revivre. Ah ouais, tu m'étonnes. Attends, faut préciser, le feu d'artifice c'est scénique, c'est-à-dire vraiment, t'as un solo, t'as une pêche de batterie, et là t'as un feu d'artifice en avant de scène, donc nous on est Ah ouais. derrière. Ouais, le truc en vrai là, comme Ouais, je sais pas, il y c'était a vraiment énorme. genre, on était c'est- Johnny Hallyday, quoi. c'est Johnny, la référence Putain, mais Johnny trop bien. Hallyday, tu vois. C'était ouf. Ouais, ça c'était C'était dingue. vraiment ouf.
Mais du coup, tellement voilà. bien que vous avez choisi d'appeler votre album Fireworks. Exactement, tu Ah, vois. ça vient ok. peut-être de là, ouais, ça vient du. Peut-être qu'inconsciemment, on a focalisé là-dessus. Mais ça Yes. nous est vraiment resté, ouais, vraiment. Trop bien. JM, toi, des. Bah, c'est un peu les mêmes, vu qu'on est un groupe, toi, on a un peu Ouais, les mêmes. putain, j'avais pas pensé à ça. bah en écrivant voilà, la c'est question. ça, le truc, Après, tu peux avoir en tête d'autres concerts. Des concerts de malades. Bah, Ouais. c'est celui-là, on faisait partie, j'allais le dire, le feu d'artifice. Ouais, c'est vrai que ça, c'était un concert complètement fou, quoi. Mais là, il y a eu New York depuis quand même. C'est-à-dire que le problème, c'est que c'est ça. Moi, je fixe pas parce que je me dis, putain, j'ai presque peur de ce qui va se passer parce qu'à chaque Ouais. fois, ça va plus loin que ce que j'avais imaginé. Donc, j'ose plus trop imaginer, tu vois. Je me dis, sinon, je vais avoir peur, en fait. Je suis assez flippé, moi, par nature, par ce métier de dingue, là. Parce que c'est absolument pas naturel de monter sur une scène où il y a personne devant plein de gens. J'espère que tout le monde comprend ça. Ouais. Et normalement, tu vas dans les gens, tu vas pas dans le truc tout seul. Tu vas dire, écoutez-moi, non, tu fais pas ça. Naturellement, tu fais pas. Bah moi, j'ai toujours pas cette nature. ça rentre pas. Donc à chaque Tu fois, je fais dis, très bien illusion j'ai quand pas même. envie d'y aller. Ah mais non, mais parce que alors le truc, c'est qu'il parlait de sa maladie quand il jouait. Ouais. Moi, c'est pathologique, donc c'est pas. Mais j'ai une maladie, c'est que j'habite ce que je joue. Je suis obligé, sinon j'arrive pas à jouer. Je suis un faux musicien en fait. Si j'habite pas, je peux pas jouer. Donc j'habite le truc, donc je suis à peu près dans le même état. Hein. Ça veut dire, j'ai plus du tout peur quand ça joue, parce que c'est pas moi qui joue, c'est le fameux machin qui naît quand on est ensemble. Tu vois ce que je parlais tout à l'heure, le troisième personnage de No Money Kids, quatrième. Maintenant qu'on est trois, il y a un quatrième, il y a un unique qui est là. Et moi, c'est là-dedans que je suis. Donc c'est même plus moi en fait, donc j'ai pas peur. Sur scène, c'est le seul endroit où je suis pas pudique. Dans la vie, je suis un enfer moi. Par contre, sur scène, non, c'est. Bah ouais, mais même moi, je suis un enfer avec moi, toi. Donc je comprends les gens. Hein. Même moi, c'est dur. Hein. Sauf que sur scène, non, c'est un autre truc. Je suis vraiment habité par le son qu'on fait en fait. Et c'est pathologique. Hein. Parce que je te dis ça parce que quand il y a des emmerdes, des fois, ouais, c'est quand on commençait hein, en duo, il était obligé de me foutre des coups de pied pour me dire ah mec, faut ah ouais c'est vrai. Je me rappelle. Tellement, ouais, bah oui, toi t'étais en face parce que je suis tellement dedans que c'est bon. J'essaye de régler ça parce que maintenant il y a beaucoup de techniques, mais non, j'ai toujours ce truc là quoi. Tu vois, j'ai toujours ce truc là. Donc en fait, voilà. Donc, quelle que soit la grandeur de la scène, en fait, moi, je m'en fiche. Dès que je fais du son et que je participe à l'événement sonore, alors je peux être dans des chiottes, on a joué dans des chiottes, un peu classe, mais on l'a fait. C'est vrai, dans des chiottes publiques, tu te souviens? C'est vrai. Ouais, on l'a fait. Ou sur une scène gigantesque avec juste derrière, Simple Mind, juste derrière, c'était à 2 mètres. Hein. Les mecs, il y avait leur matos derrière, ils venaient de faire les balances, tu vois. Donc là, c'est quand même compliqué de pas te sentir un peu pour Dieu, tu vois. Tu dis, putain, les mecs, Simple Mind derrière, quoi. Enfin, c'est flippant, tu vois, quand tu vois la batteuse. Moi, j'ai fait les balances avec la batteuse. Bon, déjà, c'est une batteuse, donc moi, ça m'influence, tu vois. Ça, je sais pas, ça joue mieux. Et puis ça, tu vois, c'est des groupes. Tu dis putain, je suis sur les mêmes planches et tout. Donc là, je flippe comme d'habitude. Je me dis bon, je vais rentrer. J'ai rien à foutre là. Et puis dès que le son commence, pof, j'ai un truc qui rentre. Embarqué et là, direct. complètement embarqué, quoi. Après, avec Tame Impala, c'était pas mal aussi quand même. Oh putain. Quand on a fait les balances sur Tame Impala au Tsiget. C'est des gros problèmes en plus. Ah oui, le Tsiget, alors c'était cool ça aussi. Ah ouais, c'était complètement foufou. Ouais. Ah, mais en fait, tu vois, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en gros, c'est pour ça que c'est dur des fois de faire des rétrospectives, c'est que en fait, il y a toujours des moments marquants. En fait, depuis qu'on a commencé, chaque année, il y a un moment marquant. Ouais. Et donc, du coup, c'est dur de démêler des fois ce que tu as ressenti, puis la vérité, enfin, tu vois, Ouais. la véracité un peu de ce que tu as vécu au moment. Enfin, en fait, c'est compliqué. Mais c'est vrai que le Tsiget en fait partie. Ça, c'est indéniable. C'est complètement hors de. C'est-à-dire que même quand tu l'imagines, t'es encore petit. Hein. Mais surtout qu'en plus, on a mis une petite taloche au gars qui était à côté. Ça, j'avoue, Ça fait toujours plaisir. Ouais, parce qu'en plus, on était sur. Tu sais, t'as plusieurs scènes au Tsiget. Ouais. On n'était pas sur la grosse scène, sur la main stage, ni sur. Ouais. Tu vois, c'était une stage un peu intermédiaire, quoi. Ouais. Et du coup, à côté de nous, il y avait une grosse scène. Et genre, pendant les balances, ils nous avaient vraiment fait chier. Genre, on n'avait pas le droit de faire de son, etc. Ouais. Le truc classique. Quand on a joué, on leur a chopé tout leur public. Ça fait plaisir. Vengeance. Et là, on était contents. Trop bien. Super expérience, mais totalement hors de. Enfin, c'est des festivals qui sont tellement grands que tu vas les pisser, on vient te chercher en camion, quoi. Enfin, c'est un truc de malade. Tu peux pas l'imaginer tellement. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça. Mais surtout le public. Alors là, j'avais jamais vu des humains comme ça. C'est des gens vraiment, ils arrivent, ils campent pendant 4 jours. Tu les vois sortir de la tente, ils vont au concert, ils regardent des télés ou ils vont pas des télés parce que c'est tellement grand. C'est des milliers, des milliers, pardon, de personnes qui sont là, qui écoutent avec des stars de partout. Enfin, tout ça sur une grande butte de sable. Donc il y a du sable qui, tu vois, partout. Donc c'est une espèce d'ambiance un peu très particulière. Moi, j'avoue que j'étais 5 ans auparavant, j'étais dans les festivaliers.
Ah ouais, moi jamais. Du coup, ça Oui. avait quand même une résonance particulière, Bah ouais, c'est encore clair. une fois pour moi, parce que du coup, c'est vrai que quand j'y suis allé, je me suis dit un jour, Putain, j'irai j'aimerais sur bien, cette- ouais. Ah, c'était dingue. C'était complètement dingue. Et voilà. On est vieux maintenant. Non, Respecte-moi. Ouais, un peu de respect pour JM, merde. Non, ben voilà, comme je disais, ça fait trop plaisir de vous revoir. Ça fait trop plaisir de voir que vous avez réalisé plein de rêves que vous aviez, que ça va, c'est sûr, continuer avec Fireworks, qu'il va y avoir une excellente tournée américaine. Et mais l'heure est venue pour nous de se quitter, malheureusement, car les meilleures choses ont une fin. Et quoi de mieux pour se quitter que de faire une petite recommandation culturelle, quelque chose, une œuvre qui vous a plu, quelque chose que vous souhaiteriez partager avec nos auditeuristes. Alors, moi, j'aurais peut-être deux choses. Vas-y. Mais alors déjà, je voulais parler d'un bouquin que j'ai fini là, qui s'appelle Frapper l'épopée d'Alice Zeniter, Ok. qui est un bouquin sur la Nouvelle-Calédonie. Et en fait, il y a eu plein d'actualités en France qui ont fait que ça a complètement balayé la question kanak, quoi, enfin, Ouais. la Nouvelle-Calédonie. Mais en fait, c'est un vrai problème parce qu'en fait, on a encore un État colonial et il faut encore être clair avec ça, il faut arrêter. Ouais. Mais du coup, voilà. Et du coup, là, ça explique un peu la situation en Nouvelle-Calédonie et tous les tenants, les aboutissants. Et j'ai trouvé ce livre super. Et j'avais été à une conférence d'Alice Zeniter, du coup, pour en parler. Enfin, qui en parlait. Et du coup, c'était vraiment très, très bien. Donc, j'invite les gens à lire ce bouquin et à prendre conscience qu'en fait, on est encore un État colonial aujourd'hui, quoi. Et à côté de ça, il y avait Damien Plus léger maintenant. Et plus léger. Non, mais en plus, même pas plus léger. Non, c'est Damien de Roubaix que j'ai Ok. été voir une expo de la BNF, là, qui est vraiment un artiste incroyable, quoi. Sculpteur, graveur qui expose ses matrices un peu. Ok, En je vais bois, pas faire semblant, j'ai aucune idée de qui c'est, donc... Moi, j'avais aucune idée avant d'y aller. Hein. J'ai vu dans le métro son affiche, j'ai trouvé ça stylé. Ouais. Du coup, j'y suis allé. Et en fait, c'est un contemporain donc qui remet un peu en cause le monde capitaliste dans lequel on est Ok, et qui incorpore un peu de musique là-dedans. Donc, très axé sur la musique métal avec des références à des groupes ok, qu'il écoute, mais toujours avec une remise en question de la société actuelle, mercantile, etc. trop bien. Mais vraiment trop bien. Damien de Roubaix, donc. Damien de Roubaix, mais Ok. le problème c'est que je crois que ça se termine bientôt. Ok, Mais après, on bon, peut il voir va les continuer, œuvres sur bien Internet, sûr. quoi qu'il arrive, quoi. Ok, trop bien. JM, une reco. Une reco, ça va être une reco du moment. Moi, en ce moment, je lis un bouquin sur l'écologie d'Hélène Grosbois. Ok. Mais comme j'ai oublié le nom, je crois que c'est L'écologie et moi, ou un truc comme ça. Hélène Grosbois, c'est une espèce d'insideuse qui bossait pour dans la finance de la Société Générale et qui c'est une néo-paysanne, on va dire. Ouais. Sauf que technique, c'est une tête en fait qui fait de la paysannerie ultra écolo. Et elle a fait un bouquin sur la prise de conscience de l'écologie, mais pas au niveau climat. Ok, Parce que le climat, c'est un gros problème, mais il est tout petit par rapport à l'autre, à savoir la bouffe et les pesticides, quoi. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on le prend, et comme personne ne le prend dans ce sens-là, elle m'a mis un bon point dans la figure pour me dire hop, on se réveille, vaut mieux réparer un cancer qu'une jambe cassée. Le climat, pour elle, c'est une jambe cassée. Et je commence ce qui est grave, une jambe cassée, hein, mais c'est pas le pire des problèmes, en fait. Parce que voilà, donc il y a ça c'est pour la littérature, c'est pas vraiment de la Ouais. littérature, si, c'est des livres, donc c'est de la littérature. Et Partir du en moment où musique, c'est écrit. moi, ce qui m'a le plus. C'est une artiste qui s'appelle Caflet. Ouais. Et c'est au niveau de la production. Parce que j'avoue qu'à chaque fois que je manque d'idées, je vais écouter ses albums. Et c'est juste dingo. Moi, j'écoute ça à peu près tous les matins pour me dire, mais comment il fait? Et j'essaye de modéliser des trucs pour me rapprocher à 120 000 km de ce qu'ils font. Non, j'exagère parce que j'essaye de m'en rapprocher. Je suis pas si loin, quoi. Mais c'est vraiment, je kiffe ça. C'est même pas l'artiste, c'est l'ensemble. ok. C'est l'objet. Je fais play sur mes putains de NS10 là et j'ai un son, mais je me dis mais c'est pas possible, quoi. Voilà, ça me fait triper et c'est toujours la même artiste. J'ai beau aller en écouter d'autres, non, je retourne sur elle et je me dis des batteries comme ça j'ai jamais entendu, guitare comme ça j'ai jamais entendu, une Trop bien. chanteuse faire une prod comme ça, enfin c'est. Pas d'album en particulier, du coup, c'est l'ensemble. Bah non, c'est presque tous parce Ok. que ils ont tous des couleurs bien particulières. Bon, c'est du rock, hein, mais ultra produit. Ok, Donc c'est pour moi vraiment de l'huile essentielle de la production, ce truc-là. Voilà, Trop bien. je dirais ça comme ça. j'en mets.
Et bah, pour ma part, je vais recommander de la zik aussi. Là, comme je sors un album dans pas longtemps, je suis très fatigué. Et qui dit fatigue dit besoin de calme. Et il y a un artiste qui a sorti un titre, je sais même plus quand, il y a pas méga longtemps, mais j'ai découvert il y a pas longtemps. Le gars, il s'appelle Medium Build. Le titre, il s'appelle Knowing You Exist. Et c'est une pépite. Je trouve ça hyper beau. C'est de la folk, en gros. Les paroles, elles sont genre... Enfin, c'est niaiseux, quoi. Et c'est une chanson d'amour. Ça me plaît beaucoup. Et c'est hyper calme, hyper beau. Une guitare, une voix, ça sonne... La guitare, elle sonne comme Nick Drake. C'est... Mais bref. Et la voix toute douce avec... il chante tout doucement, mais tu sais, c'est hyper compressé. Du coup, ça sature quand même trop bien. Ça défonce. Vraiment, si vous avez le temps d'écouter Knowing You Exist de Medium Build, c'est de la bombinette. Et voilà, un peu de douceur dans ce monde de brut. Et Cette phrase a du sens. Ouais, c'est sens. terrible, mais oui. C'est terrible, mais c'est vrai. Encore une fois, Nomoney Kids, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans School of Rock. C'est un bonheur de vous recevoir. On vous souhaite bien du plaisir avec Fireworks. Et puis, si jamais ça vous a plu, vous pouvez les suivre sur tout un tas de réseaux sociaux. Et écoutez, à la prochaine dans School of Rock. À bientôt. Don't mess with me.